Les amis, bonsoir. On va commencer parce que si on attend les retardataires, par principe, ils pensent que la fois d'après, ils peuvent venir avec encore plus de retard. Donc je vous remercie d'être présents et présentes pour cette nouvelle audition contradictoire au Musée du Barreau de Paris. Quelques mots d'abord de préambule avant de laisser la parole, de présenter mes invités et puis de les questionner. Très aimablement. C'est une audition contradictoire, mais elles ne vont pas s'opposer, la parole va se construire et va se compléter. Vous êtes ici au Musée du Barreau de Paris, dans un endroit qui s'appelle l'Hôtel de la Porte, qui est un hôtel particulier classé aux monuments historiques, propriété du Barreau de Paris, qui donc depuis quelques décennies abrite presque clandestinement un musée que j'ai donc l'honneur désormais de conserver. Ce musée présente des collections qui sont classées dans un ordre très simplement chronologique. Nous démarrons avec l'Ancien Régime dans votre dos, derrière vous, que vous aurez le loisir de voir tout à l'heure, parce que c'est là-bas que j'enverrai nos invités signer leurs livres. Et puis nous avons un parcours qui passe par des grandes affaires, notamment celle de Émile Zola J'accuse, l'affaire Dreyfus très largement documentée chez nous, un peu avant, Louis XVI Marie-Antoinette. Nous avons quelques décrochages sous Gambetta, ou d'ailleurs aujourd'hui nous avons une vitrine sur les femmes et la justice avec Jeanne Chauvin en portrait, quelques autres affaires Stavisky, pour arriver finalement à l'affaire Papon et au dossier de Jacques Vergès qui doivent être les plus récents que nous ayons rentrés dans nos collections. Le musée est un tout petit peu désorganisé parce que nous décrochons une exposition temporaire sur les pièces à conviction que nous menions avec la préfecture de police et nous sommes en train de reconstruire les collections avant de les redéfaire pour une nouvelle exposition sur la guerre de 14-18 et les avocats. Ce soir, vous êtes là pour entendre parler d'avocates ou d'avocats femmes. Elles choisiront les titres qui leur conviennent ou qu'elles ont le droit désormais depuis quelques décennies de porter, pour parler des femmes et du barreau, sujet qui par ailleurs est venu après notre programmation, on va dire dans l'actualité, de façon un petit peu plus soutenue, avec notamment cette enquête, on va l'appeler comme ça, qui a été publiée sur le statut et le sort des femmes au barreau. En tout cas, nous, ce soir, pour en parler, à côté de moi, ma consoeur, je l'appelle comme ça, mais si elle veut rectifier ou me demander de l'appeler autrement, je le ferai moins volontiers, Samia Maktouf, qui est l'auteur, mais je la présenterai après un peu plus longuement, de Je défendrai la vie autant que vous prêchez la mort, excellent livre publié chez Michel Lafon il y a déjà, je pense, quelques mois. Il est encore évidemment vraiment, malheureusement, dans l'actualité. La plus cruelle et la plus immédiate, et puis pour lui servir de sparring partner ou de contradictrice, pour être plus francophone, Michel Dassas, qui n'est pas avocate mais qui a beaucoup de mérite. Elle est l'auteur donc de ce livre Femmes de robe, qui est en réalité une biographie ou un livre consacré à Jeanne Chauvin, qu'on présentera, même si vous me rectifierez ensuite, comme la première femme avocate, même s'il y a des péripéties d'arrivée, d'inscription au tableau, on fera peut-être la deuxième, en tout cas on va dire celle qui a porté le premier, en tout cas de façon très haut et très magnifique, le combat de l'arrivée des femmes au barreau. C'est un livre préfacé, je le dis parce que c'est important pour nous ici, par Marie-Aimée Perron, notre bâtonnier actuel. Et on y reviendra dans quelques instants. Je vous remercie infiniment d'être là toutes les deux. La question, entre guillemets, ce n'est pas une question, d'ailleurs ce n'est pas un problème pour nous, mais c'est un sujet, des femmes et du barreau, est au cœur de nos préoccupations. On avait ici fait une exposition il y a 2 ans sur les femmes et la justice, consacrée à la fois aux avocates, aux magistrates et puis aux accusés, parce que malheureusement pendant longtemps, les femmes dans un prétoire voulaient dire être dans le box plutôt que de porter la robe et de siéger ou de plaider. Et puis nous revenons régulièrement, puisque désormais nous vivons au rythme de nos bâtonnières ou de nos bâtonniers femmes. Et donc nous mettons l'accent régulièrement sur l'importance et la difficulté qu'il y a pu y avoir à être avocate, notamment au sein du barreau de Paris. Nos deux invités, pour les présenter un peu plus, d'abord Samia Maktouf, je me trompe en disant que vous êtes encore avocate au barreau de Tunisie et au barreau de Paris. Tout à fait, mais principalement j'exerce au barreau de Paris. Voilà, mais vous êtes encore officiellement tout à fait. rattaché, en tout cas le bâtonnier de Tunis, vous êtes toujours officiellement dans ces... Tout à fait, je suis toujours inscrite au barreau de Tunisie parce qu'il n'y a qu'un seul... Oui, c'est le barreau de Tunisie, c'est un barreau national. C'est le barreau de Tunisie, c'est un barreau national, tout à fait. Parfait. Vous êtes d'aujourd'hui une avocate très reconnue. Vous êtes arrivée en France après votre baccalauréat.
je crois, vous me rectifierez si je dis des bêtises, mélangé entre votre quatrième de couverture et Wikipédia. Et puis votre notoriété fait qu'on vous connaît aujourd'hui à travers de nombreuses causes, notamment pénales, mais aussi des causes qui sont très liées aux victimes du terrorisme. Vous êtes intervenu notamment tout le week-end dernier pour commenter les derniers événements les plus tragiques. Pour parler des victimes surtout. Pour parler des victimes. Et vous nous expliquerez après, un peu plus tard, quel est votre combat, votre point de vue, votre rôle d'avocate, ce que signifie aussi être une femme pénaliste, avocate, on va dire franco-tunisienne. Du terrorisme. Voilà, du terrorisme. Et vos côtés, alors une non-avocate, mais qui quand même en sait beaucoup, je crois, sur la profession, en tout cas s'y intéresse pour de multiples raisons. Oui. Et puis vous avez un parcours très différent, Michel Dassas, parce que vous avez été conceptrice de jeux ou quelque chose de logiciels éducatif, mais il y a déjà assez longtemps. De logiciels éducatifs. Puis vous êtes romancière, vous êtes auteur, et puis vous êtes intéressée, pas soudainement, parce que je pense que ça arrive avec une certaine convergence ou des faisceaux qui commençaient à vous mener vers Jeanne Chauvin, donc, dont on racontera encore, parce qu'il faut toujours rappeler qui elle était, le combat qu'elle a mené, et puis j'indique au passage que votre serviteur ici, avec quelques complices dans la salle, a fait rebaptiser une des salles de la bibliothèque quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre au nom de Jeanne Chauvin. Oui, donc c'est un personnage qui nous est extrêmement cher, d'autant plus que dans ce musée, on détient ici des caricatures épouvantables. On a un portrait de Jeanne Chauvin, mais on a des caricatures épouvantables sur les femmes au barreau, et les premiers photomontages qui étaient faits avec un personnage ou une femme qui posait en robe, imitant Jeanne Chauvin et qui donne le biberon en permanence quand elle est en train de plaider, demande à ce que l'audience soit suspendue pendant quelques instants, le temps qu'elle puisse langer son enfant. Voilà, toute chose qui montre que le combat était loin d'être gagné quand Jeanne Chauvin a triomphé. Quelques mots, Samuel Matouf, pour compléter votre biographie et avant de venir au sujet de votre livre, mais d'abord, on va faire en deux temps, peut-être parler de l'avocate au sens large, des rôles des femmes au barreau. Qu'est-ce qui fait qu'on devient avocate en Tunisie? Qu'est-ce qui fait qu'on devient ensuite avocate en France? Racontez-nous. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier, monsieur le conservateur et mon cher confrère, de m'avoir permis de venir m'exprimer ici, parce que ouvrir la porte et permettre dans ce lieu mythique de parler des femmes dans la justice, c'est très important, car l'absence, comme l'oubli, est une violence faite aux femmes. Ce soir, je ne suis pas venue toute seule, je porte et en moi qui m'accompagne, outre les personnes que je me permettrai de vous présenter, parce que je considère qu'il y a des pionnières partout. Je me suis retrouvée dans votre livre, je vous remercie d'avoir consacré un si beau livre à notre pionnière, puisque je me considère héritière de Jeanne Chauvin, tout comme je me considère héritière de Claude Sarfati, qui est la première femme tunisienne qui a prêté serment en Tunisie en 1956, alors qu'elle a eu le diplôme en 52, mais il a fallu attendre 4 longues années. Je suis en moi, et j'ai emmené également avec moi une autre consoeur qui a prêté serment en 2017. Elle a obtenu le diplôme en 2013. C'est une femme saoudienne et elle a été la première à pouvoir parler devant les tribunaux saoudiens en 2017. C'est hier, mais c'est une avancée exceptionnelle, extraordinaire. Voilà, c'est Arwa El Oujaili. Malheureusement, elle est encore obligée de porter le voile, mais c'est déjà une avancée. Alors, vous me posez la question comment j'ai pu arriver et comment je perçois toutes ces problématiques. Vous savez, lorsqu'on est fille de Bourguiba, née en Tunisie, ce n'est pas exceptionnel. Je me reconnais dans Jeanne Chauvin, dans Claude Sarfati, qui, en elle-même, Claude Sarfati, porte toute la complexité, la richesse et la multiple culture de la tunisienne, qui, à la fois musulmane et juive, ont pu vivre et travailler et avancer et construire une Tunisie multiculture et multiraciale. C'est ce que j'explique, je ne parle pas tout de suite du livre, mais c'est ce que j'explique parce que c'est quelque chose qui vous marque à un moment donné, parce que on ne naît pas avocat comme ça, mais
on le devient, pour citer Simone Veil. Pardon, c'est parce que Simone Veil est aussi avec moi et en moi de Beauvoir. C'est un combat, oui, mais bien sûr, lorsqu'on voit le combat qui a été mené par notre pionnière et par Claude Sarfati, qui nous a quittés il y a 2 ans, ou la première avocate saoudienne, c'est rien d'exceptionnel. Mais Habib Bourguiba, lorsqu'il s'est inspiré de Tahar Haddad, qui est un contemporain de Jeanne Chauvin, qui a été le premier à écrire un livre en 1937 pour dire il faut militer pour que la femme puisse accéder à l'éducation. Il ne faut pas obliger, parce qu'il ne pouvait pas dire ôter le voile, mais la femme ne doit pas être obligée à porter un voile. Elle doit apprendre un métier. En disant qu'elle doit apprendre un métier, il voulait parler de cette nécessité qui est l'indépendance, parce qu'une femme qui apprend un métier, qui est éduquée, ça lui permet d'être indépendante. La Tunisie, dont je suis la fille, grâce au père de la Tunisie, Habib Bourguiba, a permis à la femme de maîtriser son corps, puisque la femme tunisienne a pu, 2 ans avant la femme française, bénéficier de la liberté de procéder à une intervention volontaire de grossesse. Donc voilà, je vous cite tout ça pour vous expliquer pourquoi je suis là. Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de mérite à le faire. Mais c'est vrai que dans cette période contemporaine, on a toujours du mérite à être une femme dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle profession. J'ai vu les statistiques dont vous parliez. D'ailleurs, je voudrais dire que vous êtes un récidiviste, puisque vous aviez un an, jour pour jour, aujourd'hui, ouvert les portes de ce musée mythique à une exposition temporaire sur les femmes du barreau. C'est quelque chose à la fois exceptionnel, mais qui nous fait vraiment plaisir, parce que je ne suis pas je suis féministe, mais je ne suis pas pour un combat avec l'autre sexe. Nous sommes, j'allais dire, un seul sexe, mais pour reprendre une expression qui a fait bouger la femme tunisienne au lendemain de la révolution du jasmin, puisque le parti qui est arrivé au pouvoir, inspiré par des idées islamistes, Ennahda, a voulu faire voter et modifier la constitution tunisienne pour que la femme devienne la complémentaire de l'homme et non l'égale. C'est un slogan exceptionnel que les femmes tunisiennes ont crié dans les rues. Moi, femme tunisienne, je ne suis pas une mutuelle, pour faire le pendant avec complémentaire. Donc, voyez-vous, oui, en tant que femme tunisienne, en tant que fille de Bourguiba, j'ai eu tout pour avancer, pour réussir. C'est pour ça que je dis que mon parcours n'est... C'est-à-dire, j'ai pas l'impression d'avoir fait un parcours exceptionnel, mais malheureusement, quand on est femme, il faut avancer, et on n'avance pas avec le rythme qu'on se dessine. Je suis flattée, heureuse, enchantée et honorée d'être au barreau de Paris, parce que c'est aussi quelque chose, j'allais dire militer, j'ai tout fait pour y être et pour être inscrite, parce que c'est un honneur. Et j'ai eu l'occasion et l'honneur d'enseigner à l'école de formation de Paris, et je dis à mes jeunes consoeurs que c'est un honneur, que c'est un combat. Parce que c'est vrai qu'arriver, lorsque toutes les portes que Mademoiselle Chauvin a ouvertes ne sont pas restées ouvertes, mais elles ne sont pas fermées, elles sont entrouvertes. Et c'est à nous de les ouvrir. Alors, peut-être que dans le domaine du terrorisme, tout comme Claude Sarfati ou Jeanne Chauvin, c'est des domaines qui étaient réservés. Enfin, j'ai pas envie de dire réservés aux hommes, mais c'est des domaines où il faut percer, il faut être meilleur. Je ne dis pas que je suis meilleure, mais il faut se distinguer par le travail, parce que seul le travail peut vous faire avancer. Je sors d'un procès particulier de deux. Le premier, c'était celui
Abdelkader Mera, c'est le procès un des premiers procès qui a consacré donc l'examen, le débat et la condamnation d'un complice de celui qui a voulu mettre à genoux la France. C'était exceptionnel, c'était particulier. Je suis une femme, je suis de confession musulmane, je suis face à Abdelkader Mera. Ce n'est pas évident lorsqu'il se lève dans le cadre du débat et il répond au président, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, nous sommes dans le cadre d'une cour d'assises spécialement constituée. Donc c'est des magistrats professionnels c'était particulier, c'était fort et nous sommes emportés par quelque chose d'extrêmement fort que d'être présent pour les autres. Je disais que je n'étais pas venue toute seule parce que cette consoeur qui vient de prêter serment en Arabie Saoudite, Arwa El Ojairi, elle n'a pas été autorisée à plaider, elle a été autorisée à obtenir un diplôme d'avocat. On lui disait c'est exceptionnel que vous ayez ce diplôme parce qu'il y a à peu près une vingtaine de femmes saoudiennes qui disposent de ce diplôme. Mais aller devant les tribunaux, c'était encore un autre combat. C'est pour ça que je voulais la citer et plaider devant un magistrat, parce que nous n'avons pas encore de magistrat saoudienne, mais plaider devant un magistrat homme, il fallait porter ce n'est même pas un voile, c'est un autre, enfin, je ne saurais pas le décrire, mais il parle de lui-même. Donc vous voyez, le chemin est encore long, même en 2020. Bon, c'était déjà une première plaidoirie très éloquente, cher professeur. Je devrais peut-être laisser la parole quelques instants, ça vous permettra de penser à la suite, mais je crois que vous n'aurez pas de difficulté. Michel Dassas, pardon, on a cité 3 ou 4 fois Jeanne Chauvin, en rappelant d'ailleurs, et c'est vrai que la Tunisie est un pays extrêmement progressiste et qui avait de très loin dépassé la France, heureusement, et montré l'exemple et montré la voie grâce à Habib Bourguiba. Jeanne Chauvin, elle a néanmoins rencontré quelques difficultés sur lesquelles il faut peut-être revenir et qu'il faut toujours raconter parce que son nom est sorti peu à peu de l'oubli il y a quelques années à peine. Vous le montez encore un peu plus haut dans la notoriété, mais je pense qu'il faut rappeler le combat qu'elle a mené, y compris contre le barreau de Paris initialement. Oui, parce que comme on voit effectivement sur les cartes postales, l'ambiance à l'époque était vraiment... Enfin, je pense que les mentalités des femmes étaient même aussi partagées. Il y avait des femmes qui étaient très conformistes et qui ne désiraient pas que la femme sorte du foyer, et il y en a d'autres qui souhaitaient ardemment pouvoir s'émanciper. Il y a des hommes aussi qui commençaient à y croire. Alors, Jeanne Chauvin, vous disiez tout à l'heure, était peut-être la seconde, non, en fait, a été la première à plaider. Même si quelqu'un d'autre a prêté serment quelques jours avant elle, tout en fait a été organisé pour que son nom ne reste pas dans l'histoire comme étant la première avocate, mais c'est elle qui restera dans l'histoire parce qu'elle s'est battue vraiment comme une lionne. Elle s'est battue sans se mettre spécialement en avant. Elle s'est battue non comme une virago, mais comme une femme qui se servait de la loi pour avancer. Et alors, on peut dire qu'en fait, toutes ces causes, tous ces combats sont résumés dans sa thèse. La thèse qu'elle a soutenue en 1892, qui avait comme nom « Études historiques sur les professions accessibles aux femmes », influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la société, en fait, cachait habilement les revendications légitimes que la brillante candidate émettait au nom de toutes les femmes. Et alors, pour elle, ce qui était très important, c'était l'équité. Alors, elle ne voulait pas que les femmes soient reléguées dans des positions subalternes, dans des professions subalternes. Et c'est pour ça qu'elle a étudié dans sa thèse les différents degrés de l'évolution de la position de la femme dans la société. Alors elle disait que le progrès d'un peuple à l'autre, d'une période de civilisation à la suivante, de siècle en siècle, se manifeste uniformément par une application plus exacte et plus précise de la notion d'équité. Alors le problème, je rebondis avec notre situation actuelle, en fait, elle ne pouvait sans doute pas imaginer qu'il y aurait de nouveau des régressions. Ça, elle ne pouvait pas l'imaginer, je pense, enfin, malheureusement.
Et donc elle dit, celle-ci à tous les âges, sous toutes les latitudes, domine et dirige invariablement comme d'en haut et par une marche ascendante le processus de toute institution vers un but toujours le même, plus élevé de degré en degré, dont le terme final doit donner la réalisation de la justice et de l'égalité, le règne d'une harmonie complète entre les divers éléments sociaux, la plus juste expression du droit par la loi. Donc elle croyait vraiment, d'ailleurs quand elle a été déboutée, quand elle a voulu prêter serment et qu'en fin de compte l'ordre se basant sur la loi qui ne stipulait pas qu'une femme puisse voter, puisse accéder, puisse devenir avocat. Elle ne pouvait pas voter déjà. Non, elle ne pouvait pas voter. Justement, c'était pour ça. En fait, elle n'avait pas les droits civiques. Alors, de toute façon, elle était déjà reléguée. Alors, donc, s'appuyant là-dessus, donc, elle a été déboutée. Mais elle ne s'est pas découragée parce qu'elle avait vraiment foi dans la loi et surtout foi dans le changement, l'évolution des mentalités. Beaucoup de personnes désiraient que les femmes puissent accéder à des professions libérales. Alors, il y avait déjà des femmes qui étaient devenues médecins. La première femme médecin a dû aussi beaucoup se battre puisque la première femme médecin s'est vue non seulement raillée, mais a vu aussi son effigie brûlée par des étudiants médecins, ce qui n'était quand même pas très sympathique. Donc il y avait quand même déjà un début d'émancipation. Et Jeanne, je l'appelle Jeanne, mais Jeanne Chauvin, elle m'est devenue tellement familière. Jeanne Chauvin s'est vraiment battue et ne s'est jamais désespérée. D'ailleurs, comme elle le disait à Louis Franck, qui a été l'avocat de Marie Popelin, elle avait échoué en Belgique. Elle voulait aussi arriver à devenir avocate. Elle avait échoué. Louis Franck était son avocat. Il a ensuite soutenu Jeanne Chauvin et il faut comprendre maintenant que ces femmes ont dû attaquer leur ordre, enfin l'ordre auquel elles voulaient appartenir pour pouvoir devenir avocate. Il faut le rappeler juste, pardon. Oui, tout à fait. Oui. Donc Marie Popelin avait échoué, mais Jeanne a réussi là où Marie Popelin, parce qu'elle a été un petit peu plus fine. Jeanne, elle s'est dit que de toute façon, si elle échouait, elle n'allait pas se pourvoir en cassation. Elle allait essayer dans d'autres lieux de France et qu'elle finirait un jour ou l'autre. Il y a bien un jour ou l'autre qui accepterait qu'elle prête serment. Alors oui, donc, que vous dire sur Jeanne? On peut revenir après. Voilà. Oui, dans le livre, j'ai mis des extraits de journaux, mais j'en ai trouvé beaucoup d'autres qui avaient qui étaient vraiment souvent très très drôles parce que la façon dont on parlait des femmes à l'époque nous amuse maintenant. Et pourtant, à l'époque, c'était quand par exemple le doyen dit d'une façon tout à fait normale, il dit que la cérébration et la fécondation ne sont pas compatibles. Il dit ça d'une manière assurée. Il a fallu que Jeanne puisse accepter cela. Et ensuite, il se base sur des documents de médecins américains disant que les Yankees se font beaucoup de soucis parce que ils pensent que dans les années à venir, ils seront obligés d'aller chercher leurs femmes en Europe. Justement parce que les professions cérébrales, les femmes travaillent. Les professions cérébrales amèneraient à une dégénérescence de la race. Vous voyez, c'est fou. Non, mais c'est malheureusement peu étonnant. Ici, on conserve dans une vitrine derrière la plaidoirie de Fernand Laborie, qui a été l'avocat, notamment un des avocats de Dreyfus et l'avocat de Zola, qui est devenu bâtonnier de l'ordre, mais qui a plaidé pour Madame Caillot. Madame Caillot, accusée d'avoir tué M. Calmette, directeur du Figaro.
Et elle a été acquittée grâce à son avocat qui a plaidé, c'est la pénaliste qui sera sans doute intéressée, qui le sait forcément, il a plaidé que la femme n'ayant pas de cerveau, elle ne pouvait pas donc avoir conçu le crime, et n'ayant pas pu concevoir le crime, elle ne pouvait pas avoir commis d'homicide, pas de meurtre avec préméditation pour faire simple. Et le jury entièrement masculin a considéré que ce raisonnement était valable pour aboutir à l'acquittement de... Donc on est quelques années après l'arrivée de Jeanne Chauvin au barreau. Donc c'est hier et c'est le Moyen-Âge. C'est hier, mais c'est aussi aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est pour ça c'est hier et c'est aujourd'hui. Parce que malheureusement, c'est encore aujourd'hui, parce que dans le domaine du terrorisme, et depuis 2012, où j'interviens aux côtés des victimes du terrorisme Mohamed Merah, et à ce jour, savez-vous qu'il a fallu attendre 2015 pour que les femmes, les compagnes des terroristes, les sœurs, l'entourage féminin bénéficiaient d'un billet de genre. Ces femmes-là ne pouvaient pas, je ne pourrais pas la citer pour des raisons que vous comprenez, c'est une magistrate qui m'expliquait qu'il était impossible, avant 2015, d'obtenir du parquet un mandat d'amener, de perquisition. Ce n'était pas possible parce que les femmes ne pouvaient pas être des terroristes. Donc on rejoint un peu ce que vous avez dit, sauf que nous sommes dans un domaine qui est beaucoup plus... je n'ai pas envie de dire dangereux, mais moi je mets le terrorisme en dehors des affaires de tous les jours, du droit commun. Parce que le droit commun, nous avons une cible qui est connue, une cible qu'on veut abattre, parce que c'est un amant, parce que c'est une femme, c'est quelqu'un qui a volé, il y a une raison particulière. Alors que dans le terrorisme, il n'y a pas de cible. Nous sommes tous ici des cibles, et la seule et unique cible, c'est notre société, c'est notre mode de vie, c'est notre manière de réfléchir, c'est notre manière de vivre, d'aimer la vie. J'étais à Istanbul pour défendre les victimes des attentats de Renat, qui étaient présents dans cette... salle de spectacle, dans cette boîte de nuit, et il n'était pas permis et il était inconcevable que des musulmans, dans un pays musulman, puissent aller s'apprêter à des jeux, de la danse, boire du vin et que sais-je. Donc voyez-vous, c'est très très important de dire que oui, la société évolue, mais elle évolue à un rythme qui n'est pas le rythme qu'on souhaiterait, auquel on souhaiterait qu'elle avance. Je parlais, malheureusement je parle du terrorisme parce que depuis 2012, je pratique ce domaine, je vois que les femmes sont absentes, je vois même, je vais rester sur ma lancée pour dire que même auprès des magistrats, je ne sais pas s'il y a des magistrats, mais c'est des femmes de loi et femmes de la justice, même auprès des magistrates, que ce soit au pôle antiterroriste ou ailleurs, ces magistrates étaient épargnées. Il y avait, en 2012, il n'y avait pas... il y avait une seule femme. Une seule femme. Aujourd'hui, parce que malheureusement l'activité terroriste s'est développée, il a fallu recruter. Et je me souviens avoir demandé à ce que cette magistrate puisse accéder à une formation particulière, spécifique sur le terrorisme, parce que j'étais face à une personne qui a été convertie par un terroriste à l'islam. Elle a eu un enfant et il voulait lui prendre son enfant pour l'emmener en Syrie. Et en première instance, une magistrate a dit dans les délibérations, elle a dit que elle ne pouvait pas ôter un droit de visite au mari, parce que c'est pratiquement normal et naturel qu'un homme, terroriste ou pas, criminel, c'est un lien naturel qu'on ne peut pas ôter et qu'on ne pouvait pas réformer. Et je suis contente d'avoir pu, à la demande de cette cliente, nous sommes allés en appel, et c'était grâce aux magistrats en appel qu'on a pu pour la première fois enlever clairement et dire que non, oui, on peut ôter un droit de visite à un homme terroriste qui avait l'intention, il s'était prouvé, qui avait l'intention de soustraire ce garçon et l'emmener en Syrie. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, que ça soit dans la mentalité, que ça soit dans la formation, que ce soit dans la manière de vivre
vivre les choses. Peut-être que dans le terrorisme, les exemples sont beaucoup plus fournis parce que c'est un domaine nouveau. Moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai été choquée plus d'une fois en voyant que, par exemple, c'est un sujet, je donne des noms parce que je sais que ça a été très médiatisé, que la sœur de Mohamed Merah et d'Abdelkader Merah, Souad Merah, qui ouvertement faisait l'apologie du terrorisme, qui ouvertement disait qu'elle avait aider son frère à partir, puisque c'est grâce à son financement que son frère est parti en Syrie pour s'entraîner et revenir, tuer nos enfants parce qu'ils sont juifs, ou tuer des soldats, nos soldats, ou tuer un passant ou des gens dans la rue. Ce que je veux dire que lorsque j'ai, par le biais d'une demande d'acte, j'ai demandé à ce que Souad Merah soit entendue, les magistrats considéraient qu'elle n'avait pas vraiment de lien direct avec le crime commis et que Souad Merah n'avait pas à intervenir. Alors qu'aujourd'hui, à partir de 2015, Souad Merah serait internée aujourd'hui. La maman même, tout l'entourage, toutes les femmes qui ont participé, toutes les femmes qui ont contribué et qui ont gravité autour de ces terroristes. C'est pour ça que je voulais parler dans ce domaine, malheureusement, qui s'est imposé à nous. On aurait aimé ne pas l'avoir et ne pas le traiter. Les femmes ne sont pas encore soit considérées, soit suspectées d'être capables d'être des terroristes, des agresseuses, des femmes capables de tuer, de doter la vie, alors que c'est les femmes qui donnent la vie. C'était pas, je vous dis, en 2012, c'était pas concevable. Aucune femme n'a été gardée à vue ou auditionnée ou entendue dans l'affaire d'Abdelkader Merah. Voilà, donc c'est vrai que bon, j'en parle, c'est révoltant parce que je suis la voix des sans-voix, je suis la voix de ces victimes qui ne comprennent pas à ce jour, qui ont besoin que le puzzle se reconstitue, non pas pour punir, mais pour comprendre et pour que plus jamais ces mamans, j'ai l'honneur de défendre Madame Ebn Zieten, qui a perdu cet enfant parachutiste, soldat, le premier militaire tué par Abdelkader Merah. Et ben, c'est une femme qui a décidé de mener un combat auprès de ceux qui sont la cause de sa souffrance. Donc vous voyez que la femme est capable d'aller au-delà de sa propre souffrance pour aider les autres, parce qu'elle a considéré que rien n'était fait pour empêcher d'autres. Et malheureusement, la femme est présente. Vous parliez tout à l'heure, pardon, je ne suis pas allée jusqu'au bout, des statistiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre barreau est féminisé. Oui, il y a plus de 50% de femmes avocates. Mais lorsque vous lisez ces statistiques, vous voyez qu'au-delà de 10 ans d'exercice, c'est l'inverse. Bon, vous avez compris que j'ai plus de 10 ans d'exercice. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. Votre livre était exceptionnel, donc je ne veux pas monopoliser la parole, mais vraiment sur les femmes, on a beaucoup à dire et j'espère que des sujets, la femme est à la fois sujet, outil et moyen. Si je parle du terrorisme, vous m'avez posé tout à l'heure la question, mais je n'ai pas répondu comment vous êtes arrivé au terrorisme. Je le dis oui, parce qu'il y a un chapitre livre dans votre livre sur devenir avocate, puis après on va assez vite, pardon, enfin si, il y a des étapes, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Tout à fait. Je suis devenue avocate des victimes du terrorisme après avoir été l'avocate des 5000, enfin pas des 5000, mais j'étais extrêmement choquée du fait de voir 5000 Tunisiens débarquer au lendemain de la Révolution en France. Donc j'ai mis ma robe, je suis partie, je suis arrivée au palais, au JLD, où il y avait une salle qui était beaucoup plus petite que cet endroit-là. Et il y avait une seule traductrice et c'était un monde fou. Enfin, notre ordre, les salles des GLD n'étaient pas préparées à recevoir autant de personnes. Et donc ça m'a permis de prendre conscience d'abord de mon rôle en tant qu'avocate, mon rôle en tant que femme, mon rôle en tant que franco-tunisienne et mon rôle aux côtés de ces gens-là qui viennent du même pays que moi. Et
plus tard, j'ai vu que d'autres venaient de la Libye, venaient d'Égypte. Enfin bon, et on ne comprenait pas, bien sûr, que le paradoxe était au lendemain de l'ouverture de ces portes, où la liberté devenait la devise. Pourquoi ces jeunes-là fuient-ils les portes de la liberté alors qu'ils étaient dans une dictature sans nom? Et après avoir porté mon aide à ces clandestins, ces jeunes réfugiés, j'ai eu, dans le cadre d'une affaire qui s'appelle l'affaire Karachi, j'étais l'avocate de Taqi-Eddine, et en tant qu'avocate de Taqi-Eddine, j'ai connu pour la première fois le terrorisme. Sauf que les victimes étaient invisibles pour moi. Lorsqu'on travaillait sur le volet Karachi, c'était le financement. Sauf que ce financement a malheureusement abouti à la mort de plusieurs fonctionnaires français parce qu'il y avait, c'était du terrorisme. On en voulait à la France parce qu'il y avait, c'était des Français, donc c'était aussi du terrorisme. Mais très honnêtement, ça ne m'interpellait pas. D'autant que je n'étais pas l'avocate de ces victimes, j'étais l'avocate de Taqi-Eddine qui aurait commis le délit de la rétrocommission, ce n'était même pas la commission. Et donc, lorsque en 2012, tout comme vous, nous avons vécu ce drame, c'était violent, c'était la terreur, et c'était bien la terreur qui voulait s'exprimer à travers l'acte de Mohamed Merah et de ses frères et de son cercle, parce qu'il n'y a pas que Mohamed Merah dans cette affaire, et heureusement, dans le cadre du procès, la thèse du loup solitaire a été battue en brèche. Mais c'est très important de dire qu'à ce moment-là, au moment du procès de Mohamed Merah, on a commencé à prendre conscience de ce qu'est d'être victime du terrorisme. D'ailleurs, les victimes du terrorisme sont, grâce à une circulaire qui date de 2015, sont des victimes civiles de guerre, alors que ce ne sont pas des militaires, qui les ont tués. Voilà, mais ils sont considérés, d'ailleurs les victimes que je suis ont une pension militaire, donc ils ne sont pas militaires, mais ils bénéficient d'un régime similaire parce que c'est la France qui est visée et non pas les individus, puisque nous sommes passés d'une terreur ciblée à une terreur de masse, puisqu'aujourd'hui il faut taper d'une manière générale. Juste un mot sur le titre de mon livre. J'ai peur de ne pas avoir à le dire, alors que c'est vraiment ce qui a motivé l'écriture de ce livre. Je défendrai la vie autant que vous prêchez la mort. Pour ceux qui n'ont pas suivi le procès, ceux qui n'ont pas suivi les 37 heures de dialogue entre Mohamed Merah et son traiteur, donc la personne qui essayait de le sortir de là. À un moment donné, ce qui a donné d'ailleurs, ce qui a fait l'objet à une pièce de théâtre, c'est des verbatims de ce huis clos entre Mohamed Merah et le policier. La phrase la plus marquante de cet échange, c'était la phrase prononcée par Mohamed Merah. C'est une phrase qui est inspirée, qui a été prononcée auparavant par Ben Laden. Ça vous dit quelque chose? Mohamed Merah a fixé son traiteur en termes de renseignement, c'est-à-dire la personne qui le suivait pour la personne du renseignement, donc c'est un traiteur, c'est quelqu'un qui traitait Mohamed Merah, et Mohamed Merah lui a dit: vous savez ce qui nous différencie, vous aimez la vie, alors que nous aimons autant la mort que vous aimez la vie. C'est une phrase, c'est le chemin, qui a été tracé depuis Ben Laden. C'est une feuille de route du terrorisme. Ce que je regrette, parce qu'il y a des victimes tous les jours, ce que je regrette, c'est qu'il a fallu attendre 2015. Pardon, excusez-moi. Il a fallu attendre 2015 pour commencer à comprendre le terrorisme, mais c'était tracé. Il a dit: on va vous détruire votre vie parce que votre mode de vie ne nous convient pas. Il faut que les femmes restent chez elles, il ne faut pas de société, il n'y a même pas de notion d'État chez Daesh. Donc
c'est une phrase qui m'a poursuivie, qui m'a fait beaucoup réfléchir, comme tous, je suis certaine. C'est pour ça que, en tant qu'avocate, et je ne pouvais pas m'exprimer autrement, j'avais décidé de dire que je défendrais cette vie, et le mot prêche est ce qui se passe aujourd'hui, non seulement dans des mosquées, mais dans des quartiers. Et je voudrais dire qu'au-delà des quartiers, le prêche se déroule en dehors des quartiers, il se déroule également dans des maisons où la société civile, enfin les pères et les mères ne sont pas forcément des gens démunis de moyens. Et ça, je le dis toujours parce qu'on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Non, des enfants convertis ou des enfants qui deviennent des terroristes et qui partent faire leur hijra, comme ils disent en Syrie, c'est des enfants de tout le monde. Ça peut être des enfants juifs, chrétiens ou musulmans qui ont décidé de se convertir à cette idéologie mortifère. C'est pour ça que c'était important, et j'ai trouvé que c'était important que ma place soit aux côtés des victimes pour sensibiliser, pour mener des combats. Le 4 juillet, j'engage la responsabilité de l'État dans le cadre des attentats de Paris, le Bataclan, le Stade de France et les cafés, parce que je considère que c'était inconcevable que quelqu'un comme Samia Mimour, un des 9 terroristes protagonistes, ait pu bénéficier du renouvellement de son passeport, alors que dans le cadre de son contrôle judiciaire, il devait remettre son passeport et il était interdit de voyager. Il a fallu qu'il fasse une déclaration de perte et qu'il obtienne avec une facilité un nouveau passeport. Donc, vous voyez, le combat ne se termine pas. C'est vrai que par rapport à Jeanne Chauvin, c'était extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire que je mène un combat, mais chacun à sa manière doit le mener face aux terroristes, parce que c'est un combat. Ce n'est pas autre chose, parce qu'il y a une guerre qui est menée contre nous, donc on doit répondre par la même manière. Vous y répondez très bien, ma chère consoeur. Peut-être on va revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on est passé très vite de Jeanne Chauvin à Samia Maktouf. Non, tout va bien. Vous êtes là pour parler de votre livre et de ce qui vous anime et de ce qui fait que vous êtes avocate et que vous êtes une avocate reconnue. Voilà. Donc, mais entre Jeanne Chauvin et Samia Maktouf, il y a eu quand même quelques beaux parcours d'avocates. Elles ont mis du temps. Aujourd'hui, il faut toujours rappeler quand même que les femmes sont majoritaires au barreau. Hélas, peu majoritaires dans les instances représentatives. Hélas, comme elles sont d'ailleurs majoritaires dans la magistrature, mais peut-être vous pouvez nous en dire plus sur ce qui s'est passé après ou sur ce que Jeanne Chauvin a provoqué. Alors déjà, premièrement, Jeanne Chauvin, elle s'occupait donc des problèmes de son temps. Et donc des problèmes de son temps majeurs, c'était déjà que la femme puisse trouver sa place dans la société, avoir au moins une égalité de chance. Et alors pour ça, elle a milité et elle a commencé déjà à écrire un projet de loi pour que les femmes puissent disposer librement de leur salaire. Alors bien sûr, ça a mis beaucoup de temps, mais cette loi est passée, mais ça a mis beaucoup de temps pour qu'elle entre vraiment en application. Parce que même si la loi a été votée dans les quelques années qui ont suivi, 1907, je crois que c'est seulement en 1965 que les femmes ont pu vraiment avoir un chéquier. Et voilà. Bon, ça a mis un certain temps, mais elle a initié. Autre chose aussi qu'elle a réussi à faire passer, c'est laquelle elle se battait avec l'association L'Avant-Courrière, c'est que les femmes puissent tout simplement être témoins dans des actes civils, des actes notariés. Parce qu'à l'époque, une femme était obligée, elle ne pouvait pas signer, et même si elle pouvait très bien lire et écrire, on était obligé d'aller chercher, je ne sais pas, un ouvrier du coin qui mettait juste une croix pour signer. Donc c'était vraiment des choses. Bon, alors, elle s'est battue. Et elle pensait aussi que la femme pouvait beaucoup aider dans des problèmes typiquement féminins, par exemple dans des divorces, puisque la femme pouvait avoir une oreille plus compréhensive pour des choses qui étaient quelquefois difficiles à expliquer à des hommes. Il y avait cette fameuse pudeur féminine. Et aussi, elle pensait que les femmes pouvaient aider tout ce qui concernait les enfants.
Parce qu'il y avait des enfants qui étaient des assassins ou voleurs et qu'on traitait à l'époque avec beaucoup de cruauté. Donc voilà, elle a œuvré toute sa vie et surtout elle a enseigné. Parce que ce que voulait Jeanne Chauvin, c'était créer des émules, c'était pouvoir avoir beaucoup d'autres femmes qui entraient par cette brèche qu'elle avait ouverte, qui allaient la suivre sur cette voie du barreau. Donc ça, de son vivant, elle a pu voir les fruits de son travail. Car 25 ans plus tard, quand il y a eu le jubilé des avocates, elle a pu constater qu'il y avait beaucoup d'avocates. Je crois qu'il y avait déjà 143 avocates au barreau de Paris, ce qui était énorme. Et donc, elle a vraiment bien rempli sa mission, Jeanne Chauvin, la mission qu'elle s'était fixée. On peut dire qu'elle a eu une carrière tout à fait réussie, même si elle a peu plaidé. C'était pas ça son but. Son but, c'était d'arriver et de prouver qu'une femme pouvait plaider tout comme un homme. Et ça, elle l'a parfaitement prouvé parce que ses premiers procès, elle les a gagnés. Et bien sûr, on a pu railler quelquefois de façon un peu originale dont elle s'y prenait. En 1902, par exemple, quand elle a plaidé la contrefaçon d'une contrefaçon de corset, eh bien, elle a fait venir des mannequins de bois sur lesquels elle a installé les corsets. Alors, bien sûr, les mauvaises langues ont dit, on voyait bien qu'elle était bien à sa place, n'est-ce pas? Mais Jeanne Chauvin en avait tellement entendu de railleries, tellement lu qu'elle était vraiment, qu'elle avait une carapace qu'elle s'était forgée. C'était une femme forte. Voilà, voilà, je pense que si elle vivait maintenant, elle vous applaudirait et puis elle se battrait. Penseurs. Voilà, elle se battrait pour les causes actuelles, puisque c'était une battante. Une femme extrêmement brillante. Elle avait quand même été licenciée en lettres, licenciée en mathématiques. Elle aurait pu tout faire, Jeanne, mais c'est le droit. Elle a été peintre. Et elle était Pardon, peintre si je aussi. peux me permettre, ici on a acheté des tableaux de Jeanne Chauvin. Et oui, c'est voilà. vrai, vous avez des tableaux de Jeanne Chauvin. Nous sommes très fans de Jeanne Chauvin. Avocate, peintre, voilà. On fait beaucoup. Oui, je voudrais bien les voir parce que je ne les ai vus que sur Internet et de façon très fugace parce que après c'est parti, je n'arrivais plus à voir les... Alors, je sais qu'elle était surtout inspirée par les paysages. Elle était romantique. Sûrement, quelque part. C'était son côté... Nous sommes romantiques, les avocats. Oui. Non, mais c'est ce qui en fait un personnage encore plus attachant, c'est non seulement le combat qu'elle a mené, qu'elle n'a jamais cessé, et par ailleurs les multiples facettes que peuvent déployer les avocats et les avocates au sens large, voilà, qu'elles écrivent ou qu'elles peignent. Un mot peut-être sur quand même cette étude dont on parlait tout à l'heure, ou l'enquête qui a été faite par le défenseur des droits en interrogeant, dit-il, 10% des avocates du barreau de Paris. Vous l'avez lu, j'imagine? Regardez, parcouru. Oui, j'ai parcouru. Vous aussi, j'ai la même question pour vous, évidemment. Oui, je disais tout à l'heure que elle est représentative de la situation actuelle de la femme avocate. C'est vrai que on ne parle que de la présence massive de la femme, puisqu'on parle même d'un barreau féminisé aujourd'hui, alors que lorsqu'on arrive à un certain niveau, je ne veux pas dire de technicité, parce que ce n'est pas un problème de technicité, c'est un problème de disponibilité. Une femme qui veut mener une carrière et qui veut aller jusqu'au bout doit faire face aussi à la société. Parce que même actuellement, on n'est pas dans la même période vécue par Jeanne Chauvin, mais aujourd'hui, pour être disponible pour des cours d'assises, pour être disponible pour lire des milliers de PV des auditions des terroristes d'entourage, non seulement on porte le poids, parce que c'est un domaine extrêmement particulier, il faut avoir de la disponibilité, il faut avoir de l'aide, et il faut être compris, ce qui n'est pas le cas. Moi, je me souviens en 2012, lorsque j'entamais le travail sur le dossier de Mohamed Merah, je veux dire, on n'est pas pris au sérieux. Je le dis sérieusement pour le coup, parce que bon, voilà. Mais il y avait, comme je le disais tout à l'heure, toute la feuille de route du terrorisme de 2012 jusqu'à ce jour, et même avant.
Donc oui, je me réjouis qu'une telle étude ait pu voir le jour et que justice soit rendue à la femme avocate. Je pense que Jeanne Chauvin serait tout à fait d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai que moi, vu de l'extérieur, c'est vrai qu'on voit peu de femmes ténors du barreau. Il y en a. Il n'y a pas de... Mais, non, il y en a. Oui, on ne dit pas diva du barreau d'ailleurs. On dit... Oui, qui serait éventuellement... Voilà. Non, mais... Oui. Oui, c'est au masculin. Ouais, c'est tout au masculin. Même si tout le monde porte la robe. Nous sommes d'accord. Heureusement qu'il y a la robe. Des jolis paradoxes. Enfin, Je pense que puisque notre public commence à vouloir intervenir, peut-être qu'on peut faire circuler la parole. C'est peut-être le moment de prendre quelques questions, ce qui vous permettra toutes les deux de compléter votre propos. Cher ami, vous étiez parti pour... Oui, parce que en fait, je voudrais rebondir sur les ténors du barreau, qui sont tous au masculin, malheureusement. Oui. On parle de Maître Vergès, on parle d'autres avocats, mais on parle très rarement de femmes donc ténors au barreau. Il y en a, mais pourquoi elles ne sont pas audibles? Ah oui, voilà. Ah, nous les faisons venir, hein, donc là... Non, mais je trouve que l'initiative de ce musée est très très louable. Vous mettez donc en lumière deux femmes, une qui a écrit sur pionnière, et puis Maître Samia Maktoum qui vient de publier un ouvrage, mais elle aussi, elle est en quelque sorte une pionnière à travers sa spécialisation sur les questions du terrorisme. D'ailleurs, on a entendu l'experte sur les questions du terrorisme, mais on n'a pas entendu suffisamment Samia Maktoum nous parler de son parcours de femme, d'accès au barreau. il n'a aucun intérêt par rapport au combat que je mène. Il a beaucoup d'intérêt. Aucun intérêt. Mais on ne peut pas tout raconter parce qu'il faut quand même qu'elle vende quelques livres. C'est un peu le Non, mais but. je ne suis pas là pour vendre. Hein. Non, mais je plaisante. Je Ça serait très bien. Et de parler de choses qui me tiennent vraiment à cœur, parce que lorsque je vous dis qu'il a fallu attendre 2015 pour s'intéresser aux femmes terroristes, aux femmes qui ont prêté main forte à ces terroristes, pour que Souad Mera puisse voyager librement avec ses 3 enfants qui sont devenus là-bas des terroristes, parce que les femmes bénéficient d'un billet de genre, c'est une atteinte à la femme, puisque la femme ne peut pas être terroriste, ne peut pas prêter de l'aide à des terroristes. Regardez, je parlais de Souad Mera, mais de 2015, Asna, c'est encore une tragédie grecque. Antique, oui, antique, si vous voulez, on va faire large. Asna avec Abaoud, de l'ennemi public numéro 1, donc c'est presque une histoire d'amour, alors que c'est une femme, vous savez, et je finirai par ça, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire dans mon livre, mais je voudrais vous le dire parce que c'est très, très, très important. Vous savez, Abaoud, c'était l'ennemi public numéro 1. Mais lorsque vous le voyez arriver, puisque en tant qu'avocat, nous avons accès à toutes les pièces du dossier, eh bien, il était mené par Asna, celle qui a décidé de le marier. Elle voulait se marier avec lui parce que pour se faire un nom et pour être légitime, il fallait se marier. Elle se faisait violer 1 fois par mois. Donc, lorsqu'ils sont arrivés dans ce lieu où ils allaient passer la nuit chez Jawad, c'est elle qui le menait, c'est elle qui a décidé et qui a regardé s'il fallait prendre l'ascenseur ou les escaliers, s'il fallait ouvrir la porte ou pas. Et donc c'est elle qui l'a mené. Moi, quand je regardais, quand je lisais les PV, c'est elle. Alors que c'est vrai qu'on avait tous peur, c'était l'ennemi public européen et au monde, c'était Abaoud. Donc ce que je veux dire, la femme n'est pas que terroriste, la femme n'est pas que l'agresseur, la femme n'est pas que la violence, mais la femme est capable, elle est dotée d'une volonté de faire. Juste une petite question, justement, moi j'ai entendu une phrase très, très importante et forte. Vous avez dit à un moment donné, c'est le Moyen-Âge d'hier, mais c'est aujourd'hui aussi le Moyen-Âge. Quelle est l'image que la société vous renvoie? Est-ce qu'il y a encore des vestiges, justement, du Moyen-Âge dans le regard de la société qu'on porte, justement, sur la femme avocate? C'est plus dans le domaine du terrorisme que quand je plaide des cas du droit commun, parce que le terrorisme n'est pas le domaine des femmes, parce que nous avons en tant qu'avocate accès à des corps. Je me confesse, j'ai été très 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 mal, et je peux même dire l'ensemble des membres de mon cabinet, parce que nous avons accès à tout, et ce n'est pas un domaine réservé aux femmes.
parce que le terrorisme, c'est la terreur, c'est horrible. Et voir des corps de la sorte, c'est horrible. Mais nous avons, en tant qu'avocats, de les voir pour parler et pour répondre aux questions des victimes, parce que je suis l'avocat des victimes, mais nous devons rendre des comptes aux parents des victimes. Et pour cela, on doit rentrer dans le dossier, même dans le domaine qui n'est pas réservé aux femmes, voir les corps laissés par les terroristes et voir même le corps du terroriste. Bon, je vous en dirai pas plus, mais on est là des hommes et des femmes avant d'être des avocats. Adam va prendre la parole. Voilà. C'est juste une observation. Vous dites une femme est une volonté. Elle est une volonté certaine, elle est une force d'action. La guerre a montré combien les femmes françaises ont lutté contre les Allemands. Et puis il suffit simplement de se rappeler que Macbeth hésitait avant que de tuer le roi. Mais c'est quand il sortait que sa femme lui disait « as-tu tué ?» Elle lui a tellement posé la question qu'à la fin il l'a tué. Donc on ne peut pas réduire la femme à un pantin, c'est oublier bien des choses. Et pendant la guerre d'Algérie, ce merveilleux film qu'est la bataille d'Alger montre combien les femmes ont été importantes dans leur lutte contre les Français et combien celles qui allaient poser des bombes, c'était ces jeunes femmes algériennes qui travaillaient pour l'Algérie indépendante. Donc c'est absurde de penser que la femme ne puisse pas être, elle aussi, l'instrument, en un mot, un guerrier, elle est aussi guerrier que l'homme. Donc c'est juste cette observation. Vous parlez de l'Algérie et du combat mené par les femmes. Nous avons une journaliste qui ne pouvait pas exercer son métier dans son pays, en Algérie. Il a fallu qu'elle vienne en France pour l'exercer, parce qu'elle a connu le terrorisme dans l'époque noire de l'Algérie. Je ne veux pas ramener le débat à ma personne, mais pour répondre à monsieur, malheureusement, elles sont les oubliées de l'histoire, celles qui ont fait la guerre d'Algérie. Et nous nous comptons de rendre hommage, parce qu'il y a énormément d'héroïnes qui sont totalement oubliées, comme les ténors du barreau, qui ne sont pas audibles et pas visibles. Non, mais le film marque. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, alors on va pas, pardon, mes amis, je ne veux pas ouvrir un débat sur la guerre, sur l'indépendance de l'Algérie que nous chérissons énormément. Ici, nous avons, comme vous l'avez compris, les articles de Jacques Vergès et y compris de Djamila, évidemment, qu'il a épousé, qu'il a défendu et épousé. Donc on pourrait ouvrir tout un champ. Nous le ferons le jour où nous montrerons une exposition sur Jacques Vergès et la guerre d'Algérie, ou la guerre d'indépendance plutôt, on va dire comme ça. Je voudrais quand même qu'on prenne éventuellement d'autres questions. Voilà. Donc, sur ce même thème, il y a évidemment Athéna qui symbolise cette femme agissante et guerrière, mais également intellectuelle. Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord l'épanouissement, il y a un peu une question, l'épanouissement que doit représenter le fait d'être à la fois, cher confrère, d'être à la fois une consoeur travaillant dans un domaine choisi, mais également, on a l'impression que dans votre parcours, l'ensemble des planètes, c'est lié pour que vous puissiez vous exprimer à la fois comme femme franco-tunisienne, comme avocat et dans un domaine technique, mais qui est celui dans lequel, à titre personnel, vous aviez probablement envie de vous exprimer de la même façon que Jeanne Chauvin. Je suis très, très heureuse d'apprendre, évidemment je vais lire votre livre, que là aussi on voit une sorte d'alignement des planètes ou des cliquets pour lui permettre d'avoir fait ce choix, et je ne savais pas qu'elle était peintre, mathématicienne, littéraire, oui. Et ça donne une autre envergure aussi à son combat. Et j'ai l'impression là qu'il y a des alignements de tendances personnelles profondes, une vision du monde qui peut être une vision littéraire avec une action. C'est ça qui est un point commun qui me frappe que j'admire dans ces deux parcours qui finalement se ressemblent. Oui, Jeanne Chauvin donc, était enseignante, conférencière. Elle s'est beaucoup intéressée à la femme, justement, à différentes époques. Elle a fait beaucoup de conférences, même des conférences gratuites, même quelquefois. Donc, toute sa vie, elle a œuvré pour, justement, que la femme... faire connaître déjà tout ce que la femme avait fait dans les différents siècles. Et puis jusqu'à la fin, même au dernier jour, puisqu'après tout, si elle a attrapé la variole,
c'est parce qu'elle était partie faire de l'assistance juridique. Elle a fait beaucoup d'assistance juridique. Et il n'y a eu que 2 cas de variole, enfin 2 parties dans la région parisienne où il y a eu de la variole. Il y a eu dans le 18e arrondissement et à Levallois-Perret. Donc c'est dans le 18e arrondissement que Jeanne Chauvin a contracté la variole. Donc toute sa vie. Oui, juste un mot, puisque j'ai lu votre excellent livre, j'ai relevé parmi différentes choses que Jeanne Chauvin considérait que l'élément qui l'a empêché d'avancer et sa bataille, c'était l'élément religieux. Oui, c'est ce qu'elle... en fait, elle a étudié la position de la femme à différentes étapes, et elle a trouvé que à une époque donnée, la position de la femme avait régressé, et que c'était sous l'influence des pères de l'Église. Voilà. Et après, en 1789, il y a eu un souffle nouveau, mais elle donc s'était aperçue que sûrement la position de la femme à l'époque, sous les Égyptiens par exemple, était meilleure. Et puis qu'après, bien sûr, après la Révolution, tout ça s'est amélioré, mais il y avait encore beaucoup à faire. Beaucoup, parce qu'on sait que le code napoléonien avait quand même pas mal... avait retranché la femme dans une position un peu subalterne. Ai-je tort? Non, vous ne faites qu'acquiescer. Je vous en prie, un allez-y. mot pour saluer une pionnière, Madame Adnani. Vous avez peut-être lu son livre. Elle travaille au sein de la Fondation de l'Islam, et elle travaille aux côtés d'hommes pour réformer l'islam de France. Donc c'est une femme, elle est philosophe, et je vous remercie d'avoir été là, mais c'est très important parce que vous êtes aussi une pionnière, et je sais que c'est très important de travailler. C'est très important d'avoir des pionnières et des pionnières aussi, voilà, aussi important. Voilà. Merci à toutes d'être là. Je vais quand même peut-être clore cette conversation très agréable qu'on peut prolonger dans quelques instants dans la partie moyenâgeuse, pardon, je vais vous renvoyer tous, mais moi y compris, de ce musée. Je voudrais vous remercier infiniment toutes les deux, Michel Dassas et Samia Maktouf, de vous être prêtés à cette audition contradictoire. Il n'y a pas beaucoup de contradictions au sens de l'opposition. Je vous remercie. C'était exactement complémentaire. Je remercie, c'était mutualiste. Je remercie infiniment la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris qui existe et qui fait quelques objets. Il y a des femmes avocates qui se reproduisent sur des objets, notamment Jeanne Chauvin ou des caricatures de Jeanne Chauvin. Les personnalités présentes, et notamment notre consoeur Françoise Equet, membre du Conseil de l'Ordre, qui nous fait l'amitié d'être présente, et puis les Notes de Paris qui nous filment, nous mettrons sur YouTube et continuerons à prêcher la très bonne parole. Rappelez aussi que dans un instant, donc Samia Maktouf va signer son livre « Je défendrai la vie autant que vous prêchez la mort », dont elle nous a expliqué ou décodé le titre, chez Michel Lafon, et puis aussi l'excellent livre de Michel Dassas, Femme de robe. Il y a un bandeau qui dit la pionnière du barreau, qui doit être quelque part, en tout cas donc qui est consacré à Jeanne Chauvin chez Marivol. Un mot enfin, pour ceux qui ne sont pas habitués ici à l'exercice, en ressortant de cet établissement, vous montrez jusqu'au premier étage, admirez l'escalier classé aux monuments historiques. On ne peut le voir que si on franchit quelques marches, mais c'est très peu par rapport au long combat que vous avez mené pour venir jusqu'ici et devenir avocate. Voilà. Je vous remercie infiniment et je vous dis que la prochaine audition est le 4 juin prochain avec notre confrère Olivier Cousy, candidat au bâtonnat par ailleurs. L'égalité des armes fait que tous les candidats sont reçus dans ce musée, avec Jean-Pierre Mignard, un autre de nos confrères, la parole sera redonnée aux hommes pour au moins une soirée. Donc, je vous remercie infiniment. Merci Samia.